Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les archives Resident Evil Biohazard. Je vous fais cette petite introduction pour vous dire que j'ai bien travaillé sur une traduction complète et de ma main du roman en français. Depuis un petit moment que je travaille dessus afin d'y proposer en exclu sur les archives Resident Evil Biohazard et me basant sur Project Umbrella. Elle est terminée. Cependant, après en avoir discuté avec eux, ils ne m'autorisent pas à l'utiliser, préférant que j'attende leur version finale qu'il faudra retraduire. Respectant leur travail et souhaitant vous proposer le meilleur, je vais donc attendre leur version finale. D'où le fait que je vous propose aujourd'hui ce résumé le plus détaillé possible. Ayant bossé non-stop cette semaine pour terminer la traduction avant un événement, au moins je peux quand même sortir un contenu autour de The Weekender Sea. Ce n'a pas été du temps perdu. Merci à vous. On se retrouvera d'ici à ce qu'ils finissent leur traduction finale pour une traduction complète. Mais ce résumé se base du coup sur ma traduction perso en français, qui résulte de plusieurs mois de travail régulier et un gros rush de 4 jours pour finaliser. Sommaire. Prologue spécial en comics. Acte 1. Une île solitaire du Nord. Acte 2. Umbrella. Acte 3. Invitation au vieux château. Acte 4. Jusqu'à la fin du cauchemar. Ce bâtiment est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire qu'Umbrella Pharmaceuticals a construit il y a 20 ans. Il a l'air abandonné maintenant. Quel gâchis, même si c'est un bâtiment très élégant. Pourquoi ne pas y aller alors? Ce n'est pas mon problème si tu te fais tuer. Hein? Mon oncle dit que dans le passé, un virus a été étudié là-bas et qu'il s'est répandu, tuant apparemment beaucoup d'habitants de l'île. Certaines personnes sont devenues des zombies. Ah, quoi? Des zombies? C'est stupide, ça ressemble plus à une blague. Quoi qu'il en soit, personne ne s'approche d'ici, craignant que le virus soit toujours présent. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Il est arrivé quelque chose à cette camionnette. Attendez ici. Du sang? Il y a autre chose. Une odeur étrange. Qu'est-ce que... Quelque chose vient de bouger dans la forêt! Il y a une silhouette. Non. 2. Il y a au moins 4 personnes par là. Rain! Kate! Qui êtes-vous? Je n'aurais jamais pensé que des zombies existent. Oh non! Nurse! Nurse! Vous allez bien? Merde! Les pneus patinent! Nurse! Regarde! Allez, allez! Abandonnez la voiture! Courez! Courez! Ah! Kate! Ah! C'est un cauchemar! Oh merde. Qu'est-ce qui se passe sur cette île, putain? Le festin des zombies commence. Profil. Rain Rubens, une étudiante au lycée. Elle est originaire de l'île Gadwell. Kate, la colocataire de Rain, une fille brillante et débordante de curiosité. Mylène Beardsley, une jeune fille de 17 ans qui est à la tête de la prestigieuse famille Beardsley. Gilliam, le majordome de la famille Beardsley qui sert Mylène avec loyauté. North Chirac. Il s'agit d'un ancien soldat qui a servi dans l'unité antiterroriste de l'armée britannique, CRW, Counter Revolutionary Warfare. Acte 1. Une île solitaire du Nord. L'unité antiterroriste du Special Air Service de l'armée britannique, la branche de la Counter Revolutionary Warfare, composée ici de 6 hommes dont North Chirac, a réussi à pénétrer dans la cachette de l'ennemi,
Ils ont mis au pas la plupart des terroristes de l'armée de libération irlandaise, et il ne leur reste plus qu'une pièce pour sauver les derniers membres de l'ONU enlevés. Toute la mission se passe bien, ils parviennent à les atteindre sans perte. Mais, alors qu'ils relâchent un peu la pression, une petite ombre se déplace dans la pièce. Norse, par réflexe, tire dessus. La petite ombre tombant au sol se révèle être une petite fille. Hésitant à finir de l'abattre, l'enfant sourit et active un explosif. Toutes les personnes dans la salle, dont les membres de l'ONU, sont tuées, sauf Norse, qui est cependant salement amoché à certains endroits. Sous la douleur, il s'évanouit. Norse se réveille en sueur de son cauchemar, qui est bien réel. Après l'incident avec la fille qui s'est faite exploser, Norse a été dégoûté du combat et a été renvoyé. Il a ensuite continué à voyager à la recherche d'un endroit où il pourrait vivre en paix. Mais jusqu'à présent, il n'y avait aucun endroit qu'il acceptait. Non, c'est plutôt Norse lui-même qui les a refusés. Le vieux ferry contenant une dizaine de personnes partit du continent européen pour se rendre sur une île de la mer du Nord, l'île Gaddiwell. Alors errant sur le bateau en attendant d'arriver, ce dernier vira d'un coup. Norse se rattrapa et rattrapa une jeune femme qui allait passer par-dessus bord, la serrant contre lui. Une fois le retour à la normale, une seconde jeune femme arrive pour retrouver son amie. Elles se nomment Rain et Kate, deux étudiantes du continent. Rain, qui est une originaire de Gaddiwell, explique que le bateau a viré pour échapper à un tourbillon d'eau, car il y en a plusieurs qui se forment autour de l'île. Elle reprécise à son amie que Gaddiwell est une île de pêcheurs depuis des générations et pas une station balnéaire. Et effectivement, en arrivant sur l'île, Norse se rend compte qu'elle semble abandonnée. Pas un chat et un silence accablant. Des caisses en bois pourris pour du poisson sont empilées autour du quai. Une vieille usine de transformation de poissons était aussi visible, mais ne semble pas fonctionner. Norse s'aventure sur l'île avec son vieux sac usé contenant quelques vêtements. Mais c'est alors qu'il entend deux voix qu'il reconnaît. Rain et Kate sont descendus au même endroit. En échange que Norse porte leur bagage, elle s'engage à l'emmener à l'auberge. Les trois avancent en direction de la maison de l'oncle de Rain, Bale, mais Norse se sent observé. En se retournant, il voit qu'un jeune homme blond les scrute de loin quelques instants avant de se cacher. Ils arrivèrent au village de maisons en briques, qui semblait vide également. Rain dit que quand la pêche était prospère, 5000 habitants étaient présents sur l'île, mais depuis, il n'en reste que 300 environ. Norse voit bien que même si le village semble mort, il ne l'est pas. Des yeux les observent depuis les maisons, cachés derrière des rideaux, des portes entrouvertes. En discutant, Norse apprend que Rain est orpheline, élevée par son oncle, et que ça fait 3 ans qu'elle est partie de l'île pour ses études. Ils arrivent à la maison de l'oncle Bale, mais la joie de Rain se changea en surprise, voyant que la porte était cadenassée, et qu'il n'était pas là. Alors qu'elle lui avait bien dit une semaine auparavant qu'elle arriverait à cette date. La nuit tombe entre-temps. Ils laissèrent les bagages et se rendirent au bistrot de Robert, qui est le seul pub du village. En y arrivant, il y avait 2 vieux pêcheurs dans un coin, un au comptoir et Robert. Tous semblaient mal à l'aise et gênés de leur présence. Rain demande à Robert s'il a vu son oncle, mais le barman lui dit que ça fait 4-5 jours qu'il ne l'a pas vu. La nièce se trouve encore plus inquiète. Elle décida de conduire Norse à l'auberge avant de se décider pour la suite. Ils s'y rendirent, mais Rain fut plus que surprise de trouver un emplacement vide à l'endroit où l'auberge se trouvait il y a encore 3 ans. Alors, se questionnant sur le fait que tout était bizarre, le jeune homme blond se présenta à eux. Rain reconnut de suite Paul, un jeune orphelin de l'île qui était proche de Bale, mais ce dernier restait figé et craignait Norse. Il ne rendit pas la joie qu'éprouvait Rain de le revoir. Il parla juste pour dire qu'ils devaient prendre le premier bateau qui part le lendemain et qu'ils doivent bien fermer leurs portes ce soir, avant de partir comme il est arrivé. Norse comprit que quelque chose clochait vraiment ici, surtout quand il vit la présence d'un pistolet à la ceinture de Paul, caché par ses vêtements. Ils retournèrent à la maison de Bale. Norse crocheta le cadenas et ils purent rentrer. Ils examinèrent la maison pour savoir s'il y aurait eu des informations sur la présence de Bale, mais ils ne trouvèrent rien. Norse regarda les photos de Bale et Rain, dont une datant d'il y a 5 ans.
Il apprend par Rain qu'il était dans l'armée. Rain redit bien que la joie qui était présente avant dans le village a totalement disparu. North, voyant que les deux filles étaient en sûreté, se retourne pour partir, mais Rain insista pour qu'il reste dormir dans la maison. Il accepta, pensant au potentiel danger qu'elle pourrait encourir. Alors que tout le monde dort, l'entraînement de North à être attentif à l'environnement même pendant son sommeil lui fut utile. Il entend des pas traînants et des grognements qui tournent autour de la maison. Il décide de ne rien faire et attendre, tout en analysant, repensant à la phrase de Paul leur indiquant de bien fermer la porte. Lorsqu'il entendit les pas s'éloigner, il remit ses chaussures et saisit un morceau de bois pour le feu et sortit de la maison. La pleine lune illuminait les lieux. Une odeur de pourriture, que North reconnut comme étant une odeur de cadavre en putréfaction, était en suspension dans l'air. Errant dans le village, cherchant les origines des bruits et de l'odeur, il trouva des empreintes avec une sorte de liquide et une texture visqueuse et boueuse, mais surtout sentant très fortement le pourri. Les pas semblaient se diriger vers l'entrée d'une grosse forêt dense et sombre. C'est alors qu'un rugissement aigu attira son attention. Il chercha et vit à travers un interstice de la forêt qu'il y avait une plaine illuminée de pleine lune et qu'une silhouette féminine aux cheveux argentés était à l'origine des cris. Les cris et la voix étaient différents des grognements qu'il entendit vers la maison. Il resta là, comme attiré par la créature et ses cris, avant de sûrement retourner se coucher à un moment. Le matin, il se leva et se rendit vers la forêt. Sur le chemin, il ne trouva pas les empreintes qu'il avait vues et suivies il y a encore quelques petites heures. Il retourna ensuite à la maison de Bale, et il y croisa un groupe de villageois qui discutaient. Ils parlaient notamment de la disparition de 3 ouvriers, partis en camionnette vers l'ouest, à la zone du promontoire. Mais les gens semblent effrayés de l'endroit, disant que personne n'a osé s'y rendre pour les chercher. Rain arrive seule. North lui demande où est Kate. Elle répond qu'elle pensait qu'elle était avec North. Une inquiétude se crée d'un coup. Rain proposa de prendre la berline de Bale pour faire le tour rapidement des lieux. Ne la trouvant pas, North prit un chemin menant à l'ouest, instinctivement. Ils la trouvèrent, assise sur une pierre le long d'un chemin à bord de falaise. Elle leur dit qu'elle a voulu se promener, mais qu'elle s'est perdue. Avant d'avouer que c'était pour chercher le tournage d'un film qu'un marin discutait sur le ferry. En ziotant, North aperçut en contrebas sur la plage un groupe d'une dizaine de personnes avec un 4x4 et du matériel. Un homme blond, cheveux aux épaules, tout vêtu de blanc, discutant avec un homme portant des lunettes de soleil, se détache du groupe. Kate suppose que c'est l'acteur et veut aller voir de plus près, entraînant Rain. North continua d'observer et se rendit compte que l'homme aux lunettes de soleil semblait être au garde-à-vous face à l'homme blond, comme s'il était sous ses ordres. Juste après, le blond en blanc monta dans une limousine tout aussi blanche que sa tenue et partit. Rain et Kate rebroussèrent chemin vers North. Ils rentrèrent ensuite à la maison pour déjeuner. Les trois reprirent la route pour chercher Bale cette fois. Rain voulut passer voir Paul, savoir s'il savait quelque chose, mais il n'était pas chez lui. Reprenant la route vers le terrain de chasse préféré de Bale, la météo commença à se gâter. Ils arrivèrent dans un coin de forêt isolé. Ils tombèrent sur une grande maison de style européen. Rain leur raconta les rumeurs locales, comme quoi cette maison appartenait à Umbrella et qu'elle avait servi de centre de recherche il y a 20 ans, pour étudier un virus, qu'un accident se serait produit, créant des zombies. Et depuis, les habitants ne viennent plus par ici, pensant que le virus était toujours présent. Kate prit cette rumeur très au sérieux. North était plus perplexe, se rappelant de la nuit précédente, lorsqu'il se mit à pleuvoir. Ils remontèrent tous dans la berline et reprirent la route. En chemin, North s'arrêta en voyant une camionnette accidentée sur le bord de la route. Il demanda aux filles de l'attendre. Il se dirigea vers la camionnette et vit du sang à l'intérieur. Les cris des filles le firent accourir à la berline. Elles dirent qu'elles ont vu du mouvement dans la forêt. North ramassa un gros bâton et se mit à examiner les alentours, la pluie n'aidant pas à la visibilité et à l'écoute. Cependant, des bruits et une odeur qu'il reconnaîtrait commencèrent à planer dans les airs. De nouveau, le cri des filles. Il accourt vers la voiture, manquant de glisser dans la boue causée par la pluie. Il vit 2 silhouettes humaines se diriger vers la voiture. Il leur demanda qui ils sont. Une des 2 personnes se retourna
se révélant être un zombie. North se trouva figé, choqué de ce qu'il avait devant lui. Le second se mit à taper sur la vitre de la voiture. North se ressaisit et arracha la tête du premier zombie d'un coup de bâton. Il repoussa le second, l'acheva au sol avec le bâton avant de s'en débarrasser et monter dans la voiture. La boue eut raison de la voiture qui se trouva à patiner. Mais depuis la forêt, plusieurs zombies se rapprochaient. Ils se mirent à taper sur la voiture. Ils parvinrent à casser la vitre arrière vers les filles. North sortit, les repoussa comme il put et commença à fuir avec les filles à pied. Courant aveuglément dans la forêt, Kate, en passant dans un buisson, tomba le long d'une longue pente. Rain et North tentèrent de regarder, mais entre la météo et la flore, ils n'y voyaient rien. North repoussa un zombie se rapprochant. Il dit à Rain de fuir en courant en la poussant gentiment. Il se jeta dans la pente pour chercher Kate. Rain se mit à courir à toute vitesse dans une même direction, sans se retourner. Mais, au bout d'un certain moment de course folle, elle perdit l'équilibre et se cogna contre une racine en tombant. Elle se réveilla quelque temps plus tard. La pluie était toujours battante et la nuit semblait être tombée. Elle reprit la marche et déboucha peu après sur un chemin qu'ils avaient emprunté pour venir. Mais c'est alors que deux grognements l'inquiétèrent. Pensant à des chiens ou des loups, l'odeur de pourri, comme avec les zombies, ne la rassura pas. Deux chiens zombies se présentèrent à elle. Elle se mit à courir, poursuivie par les deux canidés essayant de la croquer. Lorsqu'un faisceau de lumière apparut et des tirs de fusil de chasse eurent raison des deux chiens zombies. Rain regarda la provenance et aperçut son oncle au loin. Alors qu'elle voulut se rapprocher, un bruit de moteur se fit entendre. Bale lui ordonna de se cacher. Rain obéit. Un 4x4 arriva, s'arrêta, et les membres semblaient chercher la provenance des tirs. Voyant rien, ils repartirent chercher plus loin. Rain vit qu'il s'agissait du 4x4 de l'équipe de tournage. Elle sortit de sa cachette, appelant son oncle, mais aucune réponse. Peu avant, North fouillait toujours la forêt à la recherche de Kate quand il entendit les tirs de Bale protégeant Rain. Il utilisa ses compétences militaires pour s'orienter en direction du tir. Mais il fut distrait en entendant de nouveau les cris aigus de la nuit dernière. Il se faufila dans les herbes et put se rapprocher de la créature d'apparence féminine. Lorsque cette dernière regarda dans sa direction et bondit, elle sortit de grandes griffes et les agita, avant de bondir et de fuir dans la forêt. North resta perturbé quelques instants avant de reprendre ses recherches. Il trouva Rain à l'orée de la forêt. Elle se jeta en pleurs dans ses bras, mais il ne sut pas comment réagir. Elle lui raconta la rencontre avec son oncle avant sa disparition. North, sentant la fatigue peser sur Rain et lui, proposa de retourner à la maison. L'espoir que Kate y soit disparut en y arrivant, mais ils se mirent d'accord sur le fait qu'ils avaient besoin d'aide. Ils se rendirent au téléphone du port, mais il ne fonctionnait pas, se sentant isolés. C'est alors que Paul apparut, leur rappelant qu'il leur avait dit de partir, et leur donna rendez-vous le lendemain matin à 6h aux ruines du phare, en leur disant bien de rester chez Bale en attendant. Acte 2. Umbrella. North et Rain n'ont pas dormi et ont pris la route pour arriver à 6h aux ruines du phare à l'est. Un épais brouillard englobait l'île. Ils attendirent dans les ruines un petit moment quand un tir résonna. North fit baisser Rain au sol. Paul sortit avec son pistolet du brouillard et semblait chercher quelqu'un. Il se mit à courir vers le sommet de la falaise quand un nouveau tir résonna et Paul, blessé au ventre, lâcha son arme avant de tomber de la falaise. North, sentant que le danger était encore présent, laissa Rain cacher et se mit discrètement à marcher en direction du pistolet de Paul. Il regarda rapidement par-dessus la falaise, mais aucune trace de Paul. Emporté par les vagues. Il se rendit dans la direction du tireur, au sommet de la falaise, quand un bruit de voiture démarrant et s'en allant se fit entendre. North retourna auprès de Rain, mais elle n'y était plus. Il l'entendit pleurer et suivit les bruits. Il la trouva auprès de son oncle Bale, blessé par balle, au sol. Bale savait que son temps était compté. Il dit voilà que le tireur était embauché par Umbrella, et qu'ils avaient poursuivi les recherches sur le virus T au lieu de les arrêter il y a 20 ans. Il leur dit qu'il était militaire il y a 20 ans quand l'incident s'est produit sur l'île, donc il connaît l'existence du virus T et ses effets, mais surtout l'existence des zombies. Donc quand il en a croisé un dans la forêt, il y a 4 jours, il allait le tuer,
mais il a été devancé par des sortes de mercenaires, et qu'il fut témoin de ça le fit devenir une cible, expliquant pourquoi il se cachait. Il évoque le fait que les habitants se doutent de l'existence des zombies, mais comme Umbrella avait aidé à moderniser l'île il y a 20 ans, notamment avec le ferry, il n'ose pas s'opposer. Il dit être aussi au courant que Kate a disparu, et indique avoir trouvé une chaussure lui appartenant, non loin du laboratoire abandonné de la forêt. Bale, se sentant partir, indiqua à North qu'un pistolet et des munitions se trouvaient dans son sac, lui demandant de mettre Rain en sécurité. Bale mourut peu après, enlacé par une Rain en pleurs. La berline arriva dans la forêt plus tard. Ils virent l'équipe de tournage qui filmait le mont Wall, mais le blond en blanc n'était pas présent cette fois. L'homme aux lunettes de soleil les dévisagea. Ils garèrent la voiture plus loin pour continuer à pied. North les fit s'arrêter, non loin du laboratoire pour avoir une vue d'ensemble, observer la bâtisse et ses alentours. Il s'approcha prudemment avec Rain et le pistolet à la main. Ils firent 2 fois le tour avant de trouver une entrée cachée. Le bâtiment semblait abandonné, mais c'était une façade autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bien que les planches étaient pourries, tout était poussiéreux, des objets renversés et même cassés, des traces indiquaient un minimum de présence récente. En fouillant la maison, Rain vit un passage secret derrière une armoire. Ils l'empruntèrent. Descendant une échelle, menant à un passage étroit allumé par des petites ampoules, les fit descendre en profondeur. Le fait qu'il y ait des ampoules allumées leur confirma que le passage était bien utilisé encore. Ils arrivèrent à la salle du générateur privé de l'installation, et Rain trouva le médaillon de Kate, qu'elles avaient acheté toutes les deux environ 3 mois auparavant. Kate a donc bien été transportée en ces lieux. Un choix entre 2 chemins se présenta à eux. Ils prirent celui de droite. Au bout d'un moment, ils débouchèrent sur un cul-de-sac par des barres de fer. North vit un dispositif avec un bouton et appuya. Une sirène sonna et les barres de fer ouvrirent le chemin. Alors qu'ils allaient avancer, des bruits de pas lourds les font s'arrêter. Des grognements suivirent. Ces sons ne leur rappelèrent ni les zombies, ni les chiens zombies, ni la créature argentée. C'est alors que 2 créatures apparurent. Tous 2 étaient des monstres de 2 mètres de haut, avec des poils brun-rouge sur tout le corps, ressemblant à de robustes gorilles. Mais leur visage était beaucoup plus humain, et leurs mains étaient couvertes de griffes acérées, semblables à des crochets, longues d'une 30aine de centimètres. North ouvrit le feu sur le premier et parvint à l'abattre. Cependant, le second se préparait à charger. Ils retournèrent dans la salle du générateur et prirent le chemin de gauche, qui menait à un ascenseur. Rain appuya plusieurs fois sur le bouton. Le monstre les rattrapa au moment où l'ascenseur s'ouvrit. Ils se jetèrent dedans et appuyèrent sur le bouton, mais alors qu'il commença à monter, la créature transperça la porte avec sa griffe, qui effleura Rain. North tira pour repousser la créature et ça fonctionna. L'ascenseur monta. De nouveau dans un chemin rocailleux, ils avancèrent jusqu'à atteindre une sortie ensoleillée. Ils furent surpris de voir un immense château. Rain lui dit qu'il s'agissait du château des Birdsley, qui se situe au sud de l'île. Elle lui raconte que les Birdsley étaient les premiers seigneurs à diriger l'île, il y a 500 ans. Ils eurent un pouvoir énorme, conquérant des nations ennemies sur le continent. Mais à partir du XVIIIe siècle, suite à un soulèvement de la population à cause de leur tyrannie et l'instauration du gouvernement parlementaire, ils perdirent leur pouvoir au point de devenir de simples riches possesseurs de terrain. Ils restent admirés par les habitants de Gadywell et continuent de les nommer comtes. North s'interroge sur cette étrange connexion entre le laboratoire d'Umbrella et le château des Birdsley. Elle lui dit que le lien entre eux et Umbrella se serait fait au moment où les Birdsley ont vendu une portion de forêt à la société pour construire son laboratoire, selon Bale. Bien que le lieu était magnifique, North et Rain durent faire attention à la présence de nombreuses personnes semblant surveiller les lieux. Ils parvinrent à atteindre des buissons, donnant une vue sur la façade du château. Ils observèrent quand North aperçut le blond en blanc qui donnait des ordres aux servants, indiquant donc qu'il appartenait au château. Un hélicoptère arriva. Un couple de personnes aisées en sortit et firent accueillis par le blond en blanc et des servants. L'hélicoptère repartit aussitôt. Une limousine blanche vint chercher le couple et les emmena à l'entrée principale du château. Les serviteurs se remirent en place, comme s'ils attendaient quelqu'un d'autre. C'est alors que North se rendit compte que le blond en blanc n'était plus présent. Il se questionna lorsqu'un « Qui êtes-vous » venant de derrière les fit sursauter. Le blond en blanc était là.
ce qui surprit North que quelqu'un puisse échapper à ses sens surentraînés. Rain répondit qu'il s'était perdu. Le blond en blanc leur répondit poliment mais d'un air hautain que c'était une propriété privée et qu'il devait partir. Il les conduit à l'extérieur du château et se positionna dans l'entrée, les regardant avec insistance jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. North suspecta qu'il était au courant de leur présence, car il n'a pas cherché à avoir plus d'informations comme leur nom. North se convainc que l'homme a un lien dans l'enlèvement de Kate et le meurtre de Bale et Paul. Alors qu'il ne les voyait plus, le blond en blanc se fit interpeller par un servant lui indiquant qu'elle veut le voir immédiatement. Il se rendit alors au vestibule donnant sur la chambre d'une femme à qui il rapporta tout. Elle s'énerva en disant qu'il était une honte de ne pas avoir tué Bale plus tôt et de ne pas s'être débarrassé de North et Rain là. Elle lui indiqua qu'elle va s'en occuper elle-même, révélant par la même occasion que le blond en blanc se nomme Gilliam. Il est 15h. Rain et North sont posés dans le canapé réfléchissant à tout. Rain affirme que pour elle, Kate est dans le château. North pense que les expériences du laboratoire ont été transférées au château, ce qui expliquerait la présence des créatures alors que le labo est inactif. Mais ils arrivent à la même finalité. Ils doivent pénétrer le château des Berdsley pour chercher Kate. North savait que c'était compliqué, mais pas autant que certaines de ses anciennes missions. Il sait qu'une course contre la montre se joue, voyant la soirée se rapprochant à grands pas. Acte 3. Invitation au vieux château. Alors que la fin de journée approche, la limousine blanche se gare devant la maison de Bale. North entr'ouvre la porte, la main dans sa poche, prête à saisir son pistolet. Gilliam sortit de l'arrière de la limousine et approcha. De son air hautain et d'un costume blanc parfait. North et lui accentuèrent leur rivalité par un jeu de regard. Il sourit en coin et les demanda en utilisant leur nom et prénom. Il se présente comme étant Gilliam, majordome de la famille Berdsley. Il sortit une enveloppe qu'il tendit à North avec le blason des Berdsley consistant à un lion à 2 têtes entouré d'un serpent. Il indique que son hôte désire les inviter tous les deux à un dîner le soir même. North attrapa l'enveloppe, l'ouvrit et la lut. L'heure prévue était 19h et c'était signé Mylène Berdsley. North demanda pourquoi ils étaient invités. Gilliam leur dit qu'il n'en avait aucune idée, que sa maîtresse était inconstante. North accepte l'invitation. Gilliam leur rappelle l'heure et de ne pas être en retard avant de partir. North se doutait clairement que c'était un piège et en parla, mais il dit vouloir quand même y aller. Rain insista pour venir aussi. Il pesa le pour et le contre d'emmener Rain dans ce qui semble être un piège, mais pendant sa réflexion, il sembla voir des ombres par les fenêtres. Il préféra la faire venir avec lui, se disant qu'elle serait moins en danger qu'ici, seule. Les deux se préparèrent. North prit un des costumes de Bale et Rain prit une des siennes. Ils montèrent dans la berline et se rendirent au château des Berdsley. Les deux étaient stressés de se rendre au château à la fois pour une fête, mais aussi pour le piège possible qui les attend. North gara la berline et un serviteur du château vint prendre sa place pour la conduire sur le parking. Alors qu'ils allaient rentrer, ils virent des hélicoptères arrivant un à un pour poser des personnes qui semblaient importantes, des personnes chics et tout bien vêtues. Ils furent tous conduits dans un des couloirs par un serviteur. Sur les murs du château, il y avait des toiles représentant 500 ans de Berdsley qui ont vécu en ces lieux. Rain ne lâche pas le bras de North. Une double porte massive s'ouvre et Gilliam apparaît devant eux. Il les conduisit à la salle à manger. Une immense pièce avec une grande table en longueur au centre. Tous furent placés, dont Rain et North sur les places les plus éloignées de la porte principale. Ils virent que l'équipe de tournage était présente à la table. En entendant les conversations, parmi les gens à table se trouvaient des dirigeants de sociétés. North se dit que ce devait être des sociétés qui collaboraient avec Umbrella. Une fois tout le monde placé, Gilliam prit la parole pour annoncer qu'il s'éclipsait pour laisser place à la maîtresse des lieux, Mylène Berdsley. Elle arriva. Les invités étaient tous en admiration devant elle, et possiblement devant le fait qu'elle n'avait que 17 ans. Mylène remercia tout le monde de leur présence et s'enchaînèrent des politesses et compliments à son égard par ses convives. Plusieurs prises de parole confirmèrent les pensées de North. Tous ses invités ont des liens avec Umbrella. Et surtout, les Berdsley sont impliqués dans Umbrella. Pas juste une relation de vente de terrain. North ne put ignorer les connaissances, le savoir et plus généralement la mémoire de Mylène.
se souvenant de chaque nom, de n'importe quelle information, pouvant débattre sur n'importe quel sujet évoqué par les invités. Norse ne put également s'empêcher de dévisager et ensuite garder un œil sur elle. Se demandant si c'était un piège, pourquoi était-elle présente avec eux? Il voyait qu'elle ignorait volontairement leur direction comme pour faire comprendre qu'ils n'étaient pas importants. La voisine de Norse, une vieille femme, voulut en apprendre plus sur Norse, qui d'un coup devint le centre de l'attention, ne répondant pas. C'est alors que Mylène dévoila qui il était, son ancien lien avec CRW et surtout la mission qui lui a valu son départ forcé. Norse était sidérée qu'elle sache autant d'informations. Une fois le repas fini, il y avait une seconde salle ouverte avec du vin à disposition. Des musiciens se mirent à jouer. Norse ne remarqua que maintenant la disparition de Mylène. Il regarda autour de lui et vit comme l'opportunité d'aller fouiner, prévenant Rain, lui disant que dans 30 minutes, s'il n'était pas revenu, elle doit fuir le château. Il arpenta les couloirs labyrinthiques du château, se faisant bloquer à un endroit par un serviteur. Il croisa à un autre endroit l'homme aux lunettes de soleil, lui disant qu'il aimerait tourner des scènes dans le château. Il continua sa visite jusqu'à abandonner par manque de temps, mais en retournant dans la salle à manger, il n'y avait plus Rain. La femme qui était assise à côté de Rain lui dit que Gilliam l'avait demandé et qu'ils étaient partis par l'autre porte. Norse se jeta sur la seconde porte et entra dans un couloir où résonna un cri de femme ressemblant à Rain. Il accourt dans la direction tout en gardant en tête que c'est un piège, donc avec ses sens en alerte. En entrant dans un couloir, ses réflexes lui sauvent la vie. Il se baisse, fait une roulade en direction d'un renforcement du mur en pensant avoir aperçu un reflet métallique. Et pas manqué, un tir de fusil à pompe résonne et détruit le mur derrière lui. Il entend également un bruit étouffé et une balle le frôle. Il sait directement qu'il y a au moins un tueur pour faire des dégâts au fusil et un tir de précision utilisant un silencieux. Il tente de se rapprocher comme il peut pour essayer de voir ses assaillants, se cachant derrière des renforcements ou des armures. Au même moment, Rain se trouva dans un lit. Mylène entra dans la chambre avec Gilliam. Rain voulut se lever, mais un membre de l'équipe de tournage la retint et la plaqua violemment contre le lit. Mylène la nargua pour ensuite appeler un serviteur qui amena contre son gré un chariot roulant avec un plateau argenté. Ils repartirent rapidement de la chambre comme fuyant le chariot. Mylène dit que c'est un plat spécial préparé juste pour Rain. Cette dernière, redoutant ce qu'il y avait dans l'assiette creuse, souleva quand même le couvercle et découvrit une sorte de soupe claire. Mais deux sphères flottaient dedans et il remarqua que c'était 2 yeux. Rain poussa un cri d'effroi. Norse avançait comme il pouvait en esquivant les tirs. En se cachant, il put enfin situer les, au moins, 2 tireurs. Le silencieux était en hauteur, tandis que le fusil était un peu plus à l'avant, mais à son niveau. Il se prépara à plonger derrière un pilier. Il se jeta et, dans les airs, il s'orienta face au tireur silencieux. Il le vit et tira sans réfléchir. La balle atteint l'homme qui chuta de sa hauteur en avant, mourant sur le coup, et lâchant un Desert Eagle avec un silencieux. Norse reprend son souffle. Rain a été emmenée dans la salle de surveillance avec Mylène, Gilliam et un autre homme. Elle assiste au combat de Norse par les caméras. Mylène reconnaît les talents de Norse, mais elle prévient Rain qu'elle lui réserve quelque chose s'il passe le couloir où il est. Norse se préparait à recharger son arme. Un de ses talents était de toujours faire attention aux munitions. Ayant reconnu l'arme avec laquelle il a été attaqué, il sait qu'elle contient, selon les normes, 7 balles maximum. Le tir qui vient de frapper le pied derrière lequel il se cache est le dernier de l'assaillant avant qu'il ne doive recharger. Norse se jette dans le couloir et court en ligne droite jusqu'à l'emplacement où se cache le tireur au fusil. Il le surprend en train de recharger et le tue. Le tireur au fusil lui tombe dessus. Norse le rattrape et pivote en direction du couloir pour s'en servir de bouclier. Le dernier tueur restant, un second silencieux, se fit surprendre par la technique et fut abattu. Norse les regarda et il faisait partie de l'équipe de tournage, confirmant bien ses pensées qu'ils étaient liés à tout ça. Norse récupéra le fusil à pompe, des munitions et un des Desert Eagle et reprit son chemin. Rain fut soulagé que Norse s'en sorte. Mylène, déçue, ne manque pas de faire la remarque à Gilliam que ses subordonnés sont nuls. Elle se retourne vers Rain et lui dit que bien qu'il soit fort, elle a un programme spécial pour lui. Norse se déplace de couloir en couloir, se faisant mentalement une carte des lieux. Mais
Mais alors qu'il entra dans un couloir cul-de-sac, il voulut revenir en arrière, mais ce n'était pas comme dans sa mémoire. Il se mit à douter de ses capacités. Alors qu'il rebroussa chemin en pleine réflexion, il entendit un bruit, et un des murs se déplaçait, le bloquant s'il ne passait pas. Il courut et se glissa de justesse dans l'interstice. Il n'eut le temps de se remettre sur pied que le sol sous ses pieds s'ouvrit, et il tomba dans un piège. Rain assista à la scène et fut plus qu'inquiète pour North. Mylène se mit à rire en buvant une tisane, emmenée par un serveur. North se releva dans une pièce obscure. La chute avait fait mal, mais pas au point de l'handicaper dans ses mouvements. Il avait toujours son pistolet à la taille, mais pas de fusil, ni de Desert Eagle. Une odeur de pourri qu'il reconnut directement flottait dans l'air. Quand il entendit des pas et des grognements de zombies. Il se jeta au sol et trouva le fusil. Au moment où il se releva, un des zombies était au corps à corps avec lui, crachant son haleine pourrie à son visage. Il lui tira dessus au fusil. Il alluma la lampe sur le fusil et vit qu'il était entouré de zombies. Alors, en train de tirer sur les zombies devant lui, il ne pensa pas protéger ses arrières, et l'un d'eux l'attrapa. Il parvint à se dégager et le tuer. Il parvint à voir un escalier. Il se jeta en courant dessus et le monta. Il arrive dans un couloir de type colonnade, avec une vitre au plafond laissant entrer un peu de lumière. C'est là qu'il vit une femme zombie approcher. Avec le peu de lumière qu'il avait, il distingua une parka jaune et sut tout de suite. Kate. Kate zombie s'approchait de lui, se guidant au son et à l'odeur car elle n'avait plus d'yeux. North fut très touché, les larmes lui venant aux yeux. Mais Kate zombie continuait de se rapprocher. Il lui demanda pardon avant de lui tirer au fusil de chasse dans la tête qui vola en morceaux. North regarda le corps décapité de Kate, prit 2 secondes pour se calmer et reprit sa course de recherche d'une sortie. Cependant, il arrive dans une pièce assez vaste avec de nombreux couloirs et des bruits de zombies semblant venir de tous les couloirs. Il en arriva de partout. Il commença à se faire encercler, mais il aperçut une armure dans un coin. Se doutant qu'il était dans un donjon, il se dit qu'une armure n'avait rien à faire ici. Il accourut et la fit tomber et trouva un levier qu'il tira. Tout se mit à trembler. Les murs commencèrent à s'effondrer et un mur bougea donnant sur un espace à taille humaine dans lequel North se jeta pour se protéger. Les zombies furent ensevelis par les débris tombants. Les convives dans le salon ressentirent les secousses, pensant à un tremblement de terre. Mylène se tint à la main de Gilliam et au bureau. Sa tasse tomba et se brisa sur le sol. Une fois tout ça calmé, North, un peu sonné, sortit de son renforcement. Un nuage de poussière tourbillonnait dans la pièce. North regarda le plafond qui semblait être tombé. Il saisit l'ironie de la situation. Il s'était sauvé du piège de la Berdsley actuelle grâce à un piège d'un Berdsley passé. Il vit dans un espace d'un mur que de la lumière sortait faiblement. Utilisant le fusil pour agrandir le trou du mur, il découvrit des câbles électriques. Il se décida à tirer dessus, espérant que ça fasse quelque chose. Depuis la salle d'administration, éclairée d'une lumière rouge, plusieurs caméras n'étaient plus utilisables. Des fuites d'eau et de gaz furent signalées. Des murs mobiles tombèrent sur des serveurs. L'effondrement du plafond par North a vraiment fragilisé le château. À cela se rajouta quelques instants après une panne électrique. Gilliam ordonna l'activation du générateur de secours, mais la maintenance lui dit que c'est la ligne principale qui a été endommagée, et donc il va falloir du temps pour contourner. Dans un couloir, des serviteurs tentaient d'éteindre un incendie causé par une fuite de gaz. C'est alors qu'ils virent une silhouette traversant les flammes. Un zombie en feu attrapa un des servants et le mordit. Un vent de panique souffla, et le reste des serviteurs tentèrent de fuir, mais alors qu'ils remontaient un couloir, l'électricité fut réparée, et apparurent devant une horde de zombies. Ils furent pris en sandwich par les zombies. Gilliam assiste à ça depuis la salle d'administration et les caméras qui sont revenues à ce moment. Il alerte que les serrures de sécurité ont été désactivées par la coupure d'électricité. Il demande que des décisions soient prises et des actions faites pour tenter d'empêcher le château d'être détruit. C'est alors qu'une nouvelle alarme se mit à clignoter, indiquant qu'un gaz prototype, le VKQ-3, a été relâché et se disperse dans les lieux. Ce gaz induit une défaillance respiratoire nerveuse. La salle à manger du château se trouve enfumée par les incendies. Les VIP attendaient sagement que les serviteurs reviennent. C'est alors que la double porte s'ouvrit et un gros nuage de fumée entra.
Pensant que c'était les secours, les invités s'approchèrent, mais ça se révéla être les zombies qui se mirent à les attaquer. Pris de panique, les autres tentèrent de fuir par l'autre porte, mais là aussi des zombies entrèrent. Un des hommes mourut d'une crise cardiaque par la panique. Les autres se firent dévorer, et certains commencèrent même à suffoquer à cause du gaz vert entrant dans la pièce. L'homme aux lunettes de soleil, qui avait senti le vent tourner, était sorti du château et se dirigeait vers son 4x4. Il éprouvait un peu de tristesse pour ces hommes, mais il savait qu'en tant que mercenaire, leur relation était surtout liée à l'argent. Se réconfortant par le fait qu'il avait la moitié de la somme qui leur avait été promise, déjà en sa possession. Alors qu'il entre dans son véhicule, il n'a pas le temps de fermer la porte qu'un zombie le chope à la gorge. Il tente de le repousser, mais ses doigts s'enfoncent dans la peau molle du zombie, qui le mord. Gilliam, voyant la situation être perdue, dévoila son identité. Il n'était pas un simple majordome, mais un membre de la division des affaires spéciales section 2 d'Umbrella, qui devait surveiller Mylène. Il entra en contact avec les dirigeants d'Umbrella et demanda à ce que Mylène soit démise de ses fonctions. Une fois la demande envoyée, il sortit son Colt King Cobra et demanda au gestionnaire de l'administration de lui ouvrir la voie jusqu'à Mylène. Norse parvint à atteindre le rez-de-chaussée, mais il découvrit l'horreur des zombies et les nombreux cadavres, dont certains attendant de se relever. Il observa aussi une sorte de gaz vert et vit que des serviteurs convulsaient. Il comprit immédiatement le danger. Il se mit à courir dans le sens opposé du gaz, et des cloisons commencèrent à se fermer. Il les passait les unes après les autres et se jeta de justesse pour passer la dernière. Il pensa être dans la partie arrière du château. Aucun zombie et gaz présent. Il avança jusqu'à tomber sur une immense porte en métal de couleur noire et bleutée. Cette dernière s'ouvrit seule. Acte 4. Jusqu'à la fin du cauchemar. Norse entra dans une grande salle, plutôt froide, de couleur claire avec un sol argenté. Avançant, le fusil à pompe entre les mains, il sentit des gouttes d'eau lui tomber dessus. En levant la tête, il vit que de nombreuses capsules contenant des créatures des souterrains suspendaient au plafond. Alors arrivé au centre de la pièce, la porte se ferma derrière lui. La voix de Mylène résonna et un écran descendit du plafond. Il vit Mylène et Rain ligotés à ses côtés. La comtesse lui souhaite la bienvenue dans son laboratoire. Mylène lui demanda s'il voulait devenir un échantillon génétique pour ses recherches. Norse réfuta en parlant des zombies. Mylène rétorqua qu'ils sont des échecs, mais qu'elle est capable d'évolution génétique comme elle l'est. Elle dévoila quel était le résultat final des recherches de la famille Beardsley. Que depuis des générations, sa famille est passée maître dans les domaines biochimiques tels que la physiologie du cerveau et les études d'analyse germinale. Ils se sont rapidement lancés dans la recherche génétique, qui a commencé à prospérer au cours de ce siècle. Lorsque les chercheurs ordinaires se sont mis à bricoler des bovins et des souris, son père avait déjà réussi des expériences sur l'homme dominant grâce à des techniques pratiques de génie génétique. Norse lui demande si c'est ce qu'elle est vraiment. Elle confirme en pointant sa tête. Elle informe que son père a trouvé le moyen de développer le plein potentiel du cerveau humain, s'aidant d'ordinateurs et d'expériences. Mylène acheva le boulot en utilisant des techniques cybernétiques modernes et écrivant un programme pour la lier à un ordinateur. Elle dit que c'est comme ça qu'elle a pu, par exemple, obtenir ses états de service et qu'elle pourrait même détourner les armes nucléaires de certains pays si elle le souhaitait. Mais que là, dans les faits, son souhait actuel est la mort de Norse qui est venu mettre le nez dans ses affaires et le bon développement de son ambition. Norse lui demande ce qu'est son ambition. Elle répond qu'elle a développé le néovirus T, surpassant le virus T, et qu'elle développe des monstres améliorés avec des gènes supérieurs afin d'atteindre la haute sphère d'Umbrella, révélant que sa famille a été éclipsée de l'équation, mais qu'ils ont participé à la fondation d'Umbrella aux côtés d'Oswell E. Spencer. Son père était cadre, et elle le devint à sa mort, mais c'est pas assez pour elle. Elle estime que par sa nature, elle ne devrait pas obéir à des simples humains. Et c'est là que sa haine pour Norse s'accentue. Elle dit qu'il est arrivé à déjouer tous ses plans, qu'elle ne se ferait pas battre par un homo sapiens. Norse demande alors de relâcher Rain, mais Mylène part sur le fait qu'elle est une gueuse, qui mérite même pas de servir ses projets, enchaînant sur le fait qu'elle pense que chaque humain rêve d'avoir un meilleur cerveau et visage, et qu'en s'offrant à elle, elle pouvait leur permettre. L'écran de Mylène se mit à grésiller, et un mur se déplaça. Rain fut relâchée et accourut vers Norse qui la prit dans ses bras. Mylène réapparaît à l'écran et l'invite à protéger Rain de ses mains désormais, en tapotant sur un clavier à sa droite.
Des capsules au plafond se mirent à trembler, juste au-dessus de leur tête. Norse saisit Rain et esquiva la capsule qui tomba à l'endroit où il se tenait. Un des monstres des souterrains fut relâché et se prépara à attaquer Norse. Il bondit et Norse tira au fusil qui troua le corps de la créature qui mourut instantanément. Mylène relâcha une seconde capsule. Une seconde créature en sortit et courut sur Norse qui lui explosa la tête avec le fusil. Le monstre continua machinalement sa course jusqu'au mur et tomba. Mylène continua en relâchant plusieurs en même temps. Norse vida le fusil à force. Il saisit son pistolet. Il lança son fusil à Rain avec des munitions pour qu'elle le recharge. Norse se défendit, armé du pistolet et de quelques coups au corps à corps. Il roula avec une créature au sol et un morceau de verre des capsules brisées lui griffa le dos. Il acheva la créature au pistolet mais elle lui tomba dessus, se retrouvant bloqué temporairement au sol. Il vida son chargeur sur une créature voulant s'en reprendre à Rain. Il se releva, et sachant que son pistolet était vide, il donna un chargeur et le pistolet à Rain, en échange du fusil désormais rechargé. Il vida presque le fusil sur les dernières créatures restantes. Il fouilla ses poches et trouva uniquement 3 cartouches. Mylène, toute fière, fait la remarque sur le manque de munitions. Elle tapote ensuite 3 fois la touche M sur son clavier. La dernière capsule au plafond se fissura et explosa, en sortit la créature argentée. Elle virevolta dans les airs, atterrit, bondit au plafond pour y rebondir et attaqua Norse en lui transperçant l'épaule de ses griffes. Norse tira une cartouche mais la créature l'esquiva. Elle se posa et poussa un cri, préparant à attaquer. Norse pointa le fusil et tira 2 cartouches, mais la créature les esquiva toutes les deux. Mylène fabulait derrière son écran et présenta la créature sous le nom de Milenia, une guerrière créée avec le néovirus T et ses gènes supérieurs. Mylène la présente comme une seconde elle, qui ressent ce qu'elle ressent. Milenia en profitait pour se rapprocher doucement de Norse en grognant. Les deux se mirent à se tenir à distance, surveillant n'importe quelle potentielle attaque. Mylène, s'ennuyant, fit tomber des capsules vides vers Norse pour le déstabiliser. Milenia en profita pour attaquer. Norse tira, mais elle esquiva. Elle attaqua de plus belle, voulant mordre Norse, mais il eut le réflexe de la bloquer avec le fusil. Il tourna le fusil avec les dents de Milenia plantées dedans, demandant à Rain de tirer avec le pistolet. Au moment où Rain tira, Milenia arriva à briser le fusil en deux et se trouva en contact avec Norse. La balle se logea dans un mur. Norse se débattit avec Milenia sur lui, tentant de le mordre. Milenia sortit ses griffes et les enfonça de nouveau dans l'épaule de Norse. Ce dernier saisit son couteau à la cheville et lui enfonça dans le bras. Milenia retira facilement le couteau sans sourciller. Mylène était aux anges et se réjouissait de la puissance de sa créature. Celle-ci retira ses griffes et s'élança pour trancher la gorge de Norse, mais Mylène la stoppa. Elle fit s'éloigner son double mutant. Rain accourut vers Norse, blessé au sol, ayant échappé de peu à la mort. Mylène passa par le mur coulissant d'où était arrivé Rain. Se lançant comme la vainqueur du combat, elle demanda à Norse de se prosterner devant elle. Il refusa en répondant qu'il était humain, lui. Mylène accepta donc sa réponse, et Milenia se mit de nouveau à s'approcher, mais Rain braqua l'arme dessus. Mylène se mit à ricaner, demandant si elle se pensait plus rapide que Milenia qui aurait eu le temps de lui trancher la gorge avant qu'elle ne puis. C'est alors que la salle se mit à trembler, et le bruit d'une explosion suivit. Alors que Mylène se questionnait, Gilliam arriva en disant qu'il mettait un terme à tout. La comtesse prit son air hautain pour prendre de haut son majordome. Cependant, il ne prit pas en compte ses paroles, l'appelant ancienne directrice de la recherche et du développement d'Umbrella. Mylène ne saisit pas. Il lui sortit alors une lettre provenant du conseil d'administration d'Umbrella Pharmaceuticals. Un mandat officiel numéro 5927-DY-99. Mylène le lut et comprit qu'elle avait été virée d'Umbrella pour tous les événements passés ces dernières heures. Le centre de recherche du château des Birdsley détruit et la mort de tous les dirigeants d'entreprise de leurs importants partenaires commerciaux. Elle dit que c'est impossible, étant la parfaite nouvelle génération humaine. Gilliam lui répond du tac au tac qu'elle est un échec, lui rejetant toute sa haine d'avoir dû nettoyer les conneries qu'elle faisait. Il s'approcha et lui arracha une montre qu'elle utilisait comme émetteur pour gérer Milenia. Cette dernière fit comme désactivée et ne bougea plus. Mylène ne comprend pas comment il sait autant de choses.
C'est alors qu'il fit entrer tout plein de scientifiques travaillant avec Mylène, dévoilant qu'ils étaient des fidèles d'Umbrella, donc ils surveillaient et sauvegardaient toutes les recherches faites par les Birdsley dans le seul but que ce soit Umbrella qui gagne le mérite des résultats. Il dit qu'ils saisirent les penchants pervers de Mylène, instaurés par son père, afin qu'elle mène elle-même les expériences et recherches tordues, comme le programme de réécriture génétique par ordinateur, afin qu'Umbrella s'en empare comme ça les intéresse. Mylène comprend donc qu'Umbrella avait toujours eu dans l'optique de se débarrasser d'elle à terme, mais elle répète que les données sont dans sa tête. Gilliam sortit une disquette, lui indiquant que non. Les scientifiques ont étudié et documenté le développement de son cerveau. En s'inspirant du programme de génotypage de son ADN, ils ont mis au point un programme de réécriture du cerveau qui leur a permis de stocker les informations contenues dans son cerveau. Ainsi, toutes les informations enregistrées dans son cerveau ont été réécrites en données informatiques, puis copiées sur le disque qu'il tient. Il lui rappelle donc que ça appartient désormais à Umbrella, et qu'il n'y a aucune chance qu'elle revienne dans la société. Mylène, remplie de haine, vit le pistolet de Norse au sol vers Rain. Elle commença à s'y diriger, mais Gilliam tira dessus pour le repousser. Gilliam lui dit que c'est encore une mauvaise décision comme d'habitude, la nommant l'échec. Mylène remit toute sa vie en question. Elle qui se voyait comme un être parfait avait dans le fond des défauts instaurés par son père qui déforment sa personnalité. Elle se trouve virée de la société que son père avait aidé à fonder et perd toutes ses recherches avec. Gilliam annonça que le château allait exploser et prit la tête de ses collaborateurs scientifiques pour partir. Mais Norse l'interpella, lui disant qu'en fait, c'était les hauts placés d'Umbrella les vrais méchants de l'histoire. Gilliam l'ignora et lui souhaitant bonne mort dans le château. Norse parvint à se lever et foncer sur Gilliam, qui le repoussa facilement. Gilliam annonce que dans moins de 10 minutes, le château des Birdsley va disparaître, lui disant adieu avant de partir en riant. Norse mit du temps à se relever et dit à Rain qu'il devait partir, mais Mylène braqua le pistolet sur eux, tenant toujours Norse comme le coupable de tout. Alors qu'elle tira, une secousse se produisit en même temps, déviant la balle sortant du pistolet. Norse balance son couteau sur le bras droit de Mylène qui lâche l'arme et Norse la saisit. Alors qu'il braque Mylène, cette dernière lui dit qu'il ne pourrait pas tirer. Mylène se mit à sourire, un sourire rappelant à Norse le visage de la petite fille 2 ans auparavant. Cependant, il pensa à Rain qu'il devait protéger. Il tira sur Mylène, en pleine poitrine. Il pense au soutien indéfectible et tout ce qu'a vécu Rain, et décharge son arme sur Mylène, pour être sûr qu'elle ne retente rien. Il restait désormais peu de temps. Norse et Rain fuirent les lieux. Alors que la salle se mit à trembler, les capsules vides du plafond tombèrent et se brisèrent. Au milieu, Mylène, qui ne bougeait plus, obtint une lueur de lumière dans ses yeux. Un gros hélicoptère de transport s'apprête à décoller avec à son bord Gilliam, les scientifiques et une cargaison de matériaux. Une fois prêt, l'hélicoptère commença sa montée, mais une secousse surprit Gilliam aux commandes, s'imaginant déjà grimper les échelons d'Umbrella grâce aux recherches obtenues. Un scientifique l'alerta de la présence de Norse et Rain accrochés à l'hélicoptère. L'un d'eux tenta de leur tirer dessus, mais Norse l'abattit. Ils montèrent dans l'hélicoptère et Norse se jeta sur Gilliam. Un combat proche s'engagea, mais l'explosion du château perturba la trajectoire de l'appareil volant, qui perdit rapidement en altitude et se cracha sur une plage de l'île. Norse et Rain en sortirent vivants. Ils s'éloignèrent le plus vite possible et se jetèrent dans un trou de sable pour échapper à l'explosion qui s'ensuivit. Ils se relevèrent, sonnaient peu après, et découvrirent que des zombies se trouvaient sur la plage. Certains en feu après avoir approché l'hélicoptère. Norse cherche un moyen de fuir et voit un petit bateau à moteur amarré à la jetée. Ils sprintèrent au travers de la foule de zombies et atteignirent la jetée, mais là une surprise les attendait. Un festin de zombies s'opérait. Ils s'arrêtèrent à la vue de nouvelles proies. Norse et Rain se trouvèrent pris en sandwich par 2 groupes de zombies. Lorsque des tirs résonnèrent, explosant une à une la tête de certains zombies, entraînant les leurs dans l'eau en chutant. Gilliam se rapprocha du duo en disant qu'il tuera lui-même Norse. La surprise fut présente sur les visages de Norse et Rain. Gilliam leur montra le disque des données endommagé et le jeta. Entre ça et l'explosion de la cargaison, Gilliam avait tout perdu. Il rechargea son King Cobra et braque Norse. C'est alors que des corps de zombies découpés remontèrent à la surface de l'eau, et Mylène sortit de l'eau et atterrit entre Gilliam et Norse. La
surprise fut plus grande que la révélation de survie de Gilliam. Ce dernier, s'apprêtant à attaquer, se fit tuer par les griffes de Melinia qui le trancha en deux. Elle se retourna vers Norse et se mit à parler pour dire que, pour l'avoir tué, elle va flageller leur corps. La voix de Mylène était reconnaissable et surprit Norse et Rain. Cette réaction fit sourire Melinia, enchaînant sur le fait qu'elle était bien Mylène, expliquant qu'un programme de Melinia comportait les souvenirs de Mylène, mais s'activant uniquement à la mort du cerveau primaire. Revoilà donc Mylène, mais dans le corps de Mylenia, avec les capacités liées. Norse envoie Rain fuir avec le bateau. Elle s'y rendit et commença à le démarrer. Norse esquiva de justesse une attaque de Mylenia avec ses griffes, et se jeta vers l'arme de Gilliam, dont la main était encore accrochée. Il ne put la récupérer, et Mylenia se prépara à lancer une attaque puissante. C'est alors que le bruit du moteur du bateau se fit entendre, ce qui distrait Mylenia et la stoppant dans son attaque. Norse en profita pour récupérer l'arme et tirer sur elle plusieurs balles. La créature poussait des cris stridents à chaque balle traversant son corps. La puissance du King Cobra déchira en deux le corps de Mylenia qui tomba dans la mer. Norse jeta l'arme et sprinta pour atteindre rapidement le bateau que Rain commençait à élancer. Il prend la place conducteur et fait avancer le bateau. Rain et lui ne purent cacher leur joie. Lorsque le bateau se mit à bouger anormalement, Rain dit que quelque chose arrivait à la poupe. Norse se pencha et vit le haut du corps de Mylenia accroché avec ses griffes. Elle cria qu'elle ne le laisserait pas s'échapper. Norse fouille dans le bateau de quoi utiliser pour s'en débarrasser. Il trouve un petit couteau et l'ancre. Il utilise le couteau pour couper la corde de l'ancre. Au même moment, Rain alerta de la présence d'un tourbillon d'eau en formation et qui risquerait d'attirer le bateau s'il ne regagnait pas de sa vitesse. Norse s'approcha de la poupe avec l'ancre. La semi-créature lâcha une prise pour lancer ses griffes qui se portèrent dans la cheville de Norse, mais il tint le coup et projeta l'ancre sur le crâne de Mylenia. Elle lâcha un cri de souffrance et lâcha prise à la fois au bateau et à la cheville de Norse. Sa moitié de corps fut aspirée par le tourbillon d'eau. Le bateau put en sortir et reprendre sa route en direction du continent. Rain et Norse soignent comme ils peuvent leurs blessures en attendant d'atteindre un lieu de soins. Norse se posa pour se reposer. Rain vint se blottir contre lui après lui avoir donné un bisou sur la joue. Leur bateau avance vers le lever du soleil.